Bang! Ou devrais-je dire Big Bang? Le Big Bang. Après le Big Bang, l'univers ressemblait à un bouillon de protons, de neutrons et d'électrons. Après avoir commencé à se refroidir, les protons et les neutrons se sont mis à se combiner, formant d'abord des atomes ionisés d'hydrogène et plus tard d'hélium. Ces atomes ionisés d'hélium et d'hydrogène ont attiré les électrons, les transformant en atomes neutres. En conséquence, la lumière a pu se déplacer librement pour la toute première fois, puisqu'elle n'était plus dispersée par des électrons libres. Qu'est-ce que cela signifie? L'univers n'était plus sombre. Toutefois, il a fallu attendre quelques centaines de millions d'années après le Big Bang pour que les premières sources de lumière commencent à apparaître. C'est à ce moment-là que l'obscurité cosmique a vraiment pris fin. Nous ne savons pas avec certitude à quoi ressemblait la première lumière de l'univers, ni comment les premières étoiles se sont formées. Heureusement, le télescope spatial James Webb nous aide à trouver des réponses. Comment? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un télescope infrarouge. Pourquoi est-ce important? Essayons de comprendre. Imaginez une étoile. C'est une très vieille étoile, peut-être la première. La lumière quitte cette étoile il y a 13,6 milliards d'années et entreprend un incroyable voyage à travers l'espace et le temps. Elle doit arriver jusqu'à nos télescopes. Lorsque cette lumière nous parvient, sa couleur ou sa longueur d'onde vire au rouge. C'est ce que nous appelons un décalage vers le rouge. Ce décalage est dû au fait que, lorsqu'il s'agit d'objets très éloignés, la théorie de la relativité générale d'Einstein entre en jeu. Selon cette théorie, l'expansion de l'univers signifie également que l'espace entre les objets s'étire, ce qui les éloigne les uns des autres. Mais ce n'est pas tout. La lumière s'étire également, ce qui la déplace vers des longueurs d'onde plus grandes. Finalement, cette lumière nous parvient sous forme d'infrarouge. En d'autres termes, le décalage vers le rouge signifie que la lumière émise à l'origine par les premières étoiles ou galaxies sous forme de lumière ultraviolette ou visible est décalée vers des longueurs d'onde plus rouges au moment où nous l'apercevons ici et maintenant. Pour les objets les plus éloignés ayant un décalage vers le rouge très élevé, ce minimum de lumière visible est déplacé dans la partie du spectre électromagnétique située dans l'infrarouge proche et moyen. C'est pourquoi, pour voir ces objets spatiaux, nous avons besoin d'un télescope super puissant. Le télescope Webb peut voir jusqu'à 100 millions ou 250 millions d'années après le Big Bang, ce qui est incroyablement impressionnant. En observant l'univers dans l'infrarouge, le télescope James Webb nous permet donc de voir des choses qu'aucun autre télescope ne nous a jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles apparues dans les premiers instants de l'univers. Pour remonter aussi loin dans le temps, il faut regarder plus loin dans l'espace. Tout cela parce qu'il faut du temps à la lumière pour voyager jusqu'à nous. Par conséquent, plus nous regardons loin, plus nous remontons dans le temps. Pour trouver les premières galaxies, James Webb va effectuer un relevé ultra profond de l'univers dans le proche infrarouge. Il poursuivra ensuite avec d'autres méthodes de recherche. Comme vous vous en souvenez, au début de l'univers, le gaz entre les étoiles et les galaxies était opaque et la lumière énergétique des étoiles ne pouvait pas le pénétrer. Puis, environ 1 milliard d'années après le Big Bang, il est soudain devenu complètement transparent. Pourquoi? Le télescope James Webb a peut-être trouvé la réponse. À un moment donné, les étoiles des premières galaxies ont émis suffisamment de lumière pour ioniser et chauffer le gaz qui les entourait. Cela a permis de dégager la vue pendant des centaines de millions d'années. Les connaissances les plus récentes des scientifiques portent sur une période appelée ère de réionisation. À cette époque, l'univers a subi des changements spectaculaires. Après le Big Bang, les gaz de l'univers étaient incroyablement chauds et denses. Des centaines de millions d'années se sont ensuite écoulées et le gaz s'est refroidi. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton « Répéter ». Le gaz est redevenu ionisé et chaud. Ce phénomène pourrait être dû à la formation des premières étoiles. Ensuite, des millions d'années plus tard, ce mélange est devenu transparent. Pendant longtemps, les chercheurs ont espéré trouver des preuves concrètes de ces changements. Aujourd'hui, le télescope nous apprend que ces régions transparentes se situent autour des galaxies. Les astronomes ont vu ces galaxies rayoniser le gaz qui les entoure.
Mieux encore, ils ont réussi à mesurer la taille de ces régions transparentes. Et elles sont gigantesques par rapport aux galaxies elles-mêmes. Imaginez une montgolfière. Imaginez maintenant un petit poids flottant à l'intérieur. Vous avez compris. Et devinez quoi? Ces minuscules galaxies ont été à l'origine de tout le processus de rayonisation, libérant d'immenses régions de l'espace autour d'elles. Ces bulles transparentes ont continué à grossir jusqu'à fusionner et à rendre transparent l'univers tout entier. L'équipe de chercheurs a choisi de cibler une période antérieure à la fin de l'ère de rayonisation. À cette époque, l'univers n'était pas tout à fait opaque, mais pas tout à fait clair non plus. C'était un patchwork de régions où le gaz se trouvait dans différents états. Pour découvrir ce fait amusant, les astronomes ont orienté le télescope James Webb en direction d'un quasar, un objet spatial incroyablement lumineux. Il a agi comme une gigantesque lampe de poche, se déplaçant vers nous à travers différentes régions gazeuses. Sa lumière était soit absorbée par les zones quasi opaques, soit traversait librement les zones où le gaz était transparent. Les scientifiques ont ensuite utilisé Webb pour examiner les galaxies dans cette région de l'espace. Ils ont découvert que ces galaxies étaient généralement entourées de régions transparentes d'un rayon d'environ 2 millions d'années-lumière. À titre de comparaison, la zone dégagée par les galaxies correspond à peu près à la distance séparant notre galaxie, la Voie lactée, de notre voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède. Et le télescope a pu observer ces galaxies en train de dégager l'espace autour d'elles. C'était la fin de l'ère de rayonisation. Jusqu'alors, personne ne savait ce qui avait provoqué ce processus. L'équipe prévoit de se plonger dans la recherche d'autres galaxies dans 5 domaines supplémentaires. Les résultats obtenus par le télescope Webb dans le premier domaine ont été extrêmement clairs. Alors que les astronomes s'attendaient à identifier quelques dizaines de galaxies existantes à l'époque de la rayonisation, ils en ont repéré 117. Parlons maintenant un peu du principal héros de la vidéo d'aujourd'hui, le télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un instrument absolument stupéfiant, 100 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble. Et ce dernier a observé des endroits situés à 13 400 millions d'années-lumière. Dire que le télescope James Webb est un peu cher est un euphémisme, alors qu'à l'origine, le coût du télescope était estimé entre 1 et 3 500 millions de dollars. L'ensemble du processus de développement a coûté environ 10 milliards de dollars. À titre de comparaison, la construction et le lancement du télescope Hubble ont coûté à la NASA 4 700 millions de dollars. Et il a fallu encore 1 milliard de dollars pour le placer en orbite. Bien que le télescope spatial James Webb soit haut de 3 étages et grand comme un court de tennis, ces miroirs sont les miroirs de télescope les plus légers de tous les temps. Au cours du processus de fabrication, leur poids a été réduit de 92%. Lorsque vous les regardez, les miroirs du télescope semblent être en or. En réalité, ils sont en beryllium. Il s'agit d'un métal gris acier, léger et fragile. Une couche d'or est appliquée sur chaque miroir, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas être fabriqués entièrement en or, car ce matériau précieux a tendance à se dilater et à se contracter, même en cas de faible variation de température. Ainsi, la quantité totale d'or contenue dans le télescope spatial James Webb est inférieure à 60 grammes, soit un morceau d'or de la taille d'une balle de golf. Et les plaques d'or qui recouvrent le miroir ont une épaisseur inférieure à 1000 atomes. En ce qui concerne les capacités du télescope, il serait capable de voir clairement un penny américain à 38 km de distance et un ballon de football à 547 km. Le côté télescope du James Webb se refroidit lui-même et sa température ne dépasse pas les moins 223 degrés Celsius. C'est assez froid pour rendre l'azote liquide. Un énorme bouclier solaire à 5 couches entoure le télescope et réfléchit autant que possible la lumière du soleil, ce qui permet au télescope de rester froid. Un géant se cache dans le ciel. Kipu est le plus grand objet que nous ayons jamais découvert dans l'univers proche. Cela fait des années qu'il perturbait notre compréhension du cosmos, et nous venons enfin de mettre le doigt dessus. Kipu est dense, puissant et dangereux si on l'ignore. Si nous ne comprenons pas ce genre de structure, nous risquons d'interpréter l'univers complètement de travers. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, pas d'un objet solide, comme une planète ou une étoile. Et ce n'est pas non plus une chose unique. C'est une superstructure,
En gros, une région entière de l'univers. Un enchevêtrement de matière qui s'étend sur un espace immense et qui est maintenu par la gravité. Kipu est constitué d'un immense réseau de galaxies, des amas absolument gigantesques, ainsi que de gaz et de matière noire. C'est comme une autoroute où les amas seraient les villes, les divers filaments les routes secondaires, et la matière noire l'infrastructure invisible qui maintiendrait le tout. Et ce géant s'étend sur 1,3 milliard d'années-lumière. Cela signifie que si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 1,3 milliard d'années pour le traverser. Kipu contient également 200 quadrillions de masse solaire, même s'il ne représente que 13% de l'univers observable. Le nom Kipu vient du système de cordes nouées utilisé par les Incas pour consigner des informations. C'était comme un système d'écriture. Dans ce système, chaque nœud, chaque couleur et chaque torsion racontait une histoire, des chiffres, des impôts, des récoltes et ainsi de suite. Ainsi, lorsque les astronomes ont découvert cette structure colossale dans l'espace, longue, enchevêtrée et ramifiée comme des cordes, ils se sont dit que ce nom lui conviendrait. De plus, la forme de la structure est assez proche de celle des quipus incas. Il y a un long filament central, et des filaments plus petits se ramifient sur les côtés. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que Kipu n'est pas seul. Lorsque les scientifiques ont cartographié cette partie de l'univers, ils ont en fait découvert 5 de ces structures massives. Elles ne sont pas apparues tout d'un coup. Elles se sont formées au cours de milliards d'années, sous l'effet de la gravité qui a lentement rassemblé la matière. Au total, ces géantes contiennent près de la moitié de tous les amas de galaxies de cette région, 30% de toutes les galaxies, et un quart de toute la matière de l'univers observable. L'équipe qui a découvert Kipu a utilisé une astuce ingénieuse. Elle a recherché les rayons X provenant des amas de galaxies. Ces amas ne sont pas seulement remplis de galaxies, ils contiennent également du gaz extrêmement chaud. Ce gaz est si chaud qu'il rayonne dans le spectre des rayons X, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais grâce à certains télescopes. Si ces rayons X sont si intenses, cela signifie qu'il y a là une quantité énorme de matière, galaxies, gaz et matière noire, attirées par la gravité. C'est dans ces zones que l'univers est le plus dense et le plus compact. En suivant les rayons X, les scientifiques ont donc pu dresser une carte des plus grandes structures cosmiques existantes, par exemple de Kipu. Pourquoi est-ce important? Parce que ces mégastructures perturbent tout. Tout d'abord, elles déforment le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière issue du Big Bang. Il s'agit d'une faible lueur qui emplit tout l'univers. Après le Big Bang et la création de notre monde, une toute première lumière, ainsi que les tout premiers signaux ont été émis, et ils ne se sont pas encore complètement dissipés. Même après 13,8 milliards d'années, les restes de ce rayonnement continuent de nous parvenir. En étudiant cette lumière ancienne, les scientifiques sont en mesure de déterminer à quoi ressemblait l'univers à ses débuts, et Kipu nous empêche de le faire. Cette mégastructure a une telle gravité qu'elle courbe et déforme la lumière du fond diffus cosmologique. C'est ce qu'on appelle l'effet Sachs-Wolfe intégré. Ces déformations ajoutent du bruit au signal d'origine, et il nous est donc plus difficile de savoir clairement à quoi ressemblait l'univers naissant et comment il s'est développé. Ces mégastructures perturbent également la constante de Hubble. L'univers est en constante expansion, et la constante de Hubble nous indique à quelle vitesse il grandit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cependant, les objets géants comme Kipu ont une gravité si forte qu'ils attirent les galaxies qui les entourent, perturbant leur mouvement. Il est donc plus compliqué pour les scientifiques de mesurer la vitesse réelle d'expansion de l'univers. Ils ne peuvent pas déterminer si une galaxie se déplace en raison de l'expansion de l'univers, ou simplement parce qu'elle est attirée par un objet énorme. Enfin, il y a le phénomène de lentille gravitationnelle. La lumière dans l'espace se déplace constamment, mais elle ne suit pas toujours une ligne droite. Si l'espace est déformé, par exemple par la gravité, la lumière sera également courbée et déformée. L'effet de lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines est déviée parce qu'elle passe à proximité d'un objet extrêmement massif, comme Kipu. Cette énorme gravité attire la lumière, tout comme une balle lourde peut déformer une feuille. Et comme la lumière nous transmet des informations, nous permettant littéralement de voir à quoi ressemblent les choses, cette déviation déforme notre perception des galaxies. Les galaxies finissent par apparaître étirées, plus lumineuses, et parfois nous trouvons même une galaxie entière au mauvais endroit. C'est comme si l'on regardait l'univers à travers une loupe.
Si l'on n'y prend pas garde, on risque de mal interpréter ces déformations, et alors notre image du monde se trouve toute faussée. Heureusement, ces superstructures mystérieuses ne sont pas apparues comme par magie. Les astronomes soupçonnaient l'existence de quelque chose de ce genre, mais ils n'en étaient pas certains. Notre meilleur modèle de l'univers s'appelle le lambda CDM. Selon lui, l'univers a commencé avec le Big Bang, il est toujours en expansion et il est principalement composé de matière mystérieuse, l'énergie noire et la matière noire froide. Nous ne pouvons ni voir ni toucher ces éléments, mais nous savons qu'ils existent, car sans eux, notre univers s'effondrerait tout simplement. Ce modèle correspond à ce que nous observons, comme la formation des galaxies, le mouvement des étoiles et la forme générale de l'univers. Ainsi, même si certaines pièces du puzzle demeurent encore mystérieuses, elles s'intègrent parfaitement dans ce tableau d'ensemble. Et ce super modèle nous a permis de prédire l'existence de phénomènes tels que Kipu. Lorsque les scientifiques ont effectué des simulations, ils ont pu observer la formation de structures similaires, d'immenses réseaux cosmiques de galaxies reliées entre elles par la gravité. Et Kipu correspondait à ces prédictions dans la réalité. Cela signifie également que le modèle lambda CDM reflète bel et bien l'univers réel. Pas de surprise de ce côté-là. Mais maintenant, il nous reste à savoir ce que nous devons faire de ce qui s'avère être la plus grande structure connue dans l'univers observable. Il existait un autre géant avant Kipu, le Grand Mur de Sloan. Découvert en 2003, il était considéré comme l'une des plus grandes structures jamais observées. C'est un véritable monstre. Le Grand Mur de Sloan s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. On l'appelle mur, mais ce n'est pas un mur comme ceux que l'on trouve sur Terre. C'est aussi un vaste réseau cosmique composé de milliers de galaxies et de gaz, le tout relié par de la matière noire. Ce qui rend Kipu et le Grand Mur de Sloan si fascinants, c'est qu'ils semblent tout simplement trop grands pour être réels. Selon le modèle lambda CDM, des structures aussi gigantesques ne devraient pas être courantes, surtout à l'époque où elles se sont formées. Comment ces géants ont-ils pu apparaître si rapidement dans un univers censé grandir, s'étendre et se lisser au fil du temps? Et si nous continuons à en découvrir d'autres, ce qui serait complètement insensé, cela pourrait signifier que quelque chose de plus profond se cache dans la structure du cosmos. Tout cela fait partie de notre incroyable voyage copernicien. Une longue série de découvertes qui ne cesse de nous rendre plus humbles face à l'immensité de l'univers. Chaque fois que nous faisons une découverte de ce genre, nous comprenons un peu mieux que nous ne sommes pas du tout le centre de l'univers. Nous avons d'abord appris que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Ensuite, nous avons découvert que le système solaire n'était qu'un grain de poussière parmi d'autres dans la galaxie. Aujourd'hui, même les superamas de galaxies, que nous croyions être les plus grands objets existants, se voient éclipsés par des structures telles que Kipu et le Grand Mur de Sloan. Cependant, ces structures ne sont pas éternelles. Kipu est temporaire. Au fil de milliards d'années, la gravité le déchirera et le fragmentera en morceaux plus petits. Certaines parties s'effondreront pour former des amas plus compacts, d'autres s'éloigneront simplement les unes des autres. Mais pour l'instant, Kipu reste l'une des structures les plus importantes de l'univers connu. Elle façonne la formation des galaxies. Elle courbe la lumière, ce qui rend sa compréhension extrêmement importante pour nous. Elle bouleverse littéralement toute notre vision du cosmos. Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre.
C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre. Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ces anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la Lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait. De petits morceaux de cette ancienne Lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux. Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière. Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars. Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire. L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années. Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 zéros années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïde n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius, mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète.
Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile haute. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant. Et comme son étoile haute est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire. Une autre planète riche en pierres précieuses est AT-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile haute qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, AT-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon. C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP-12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Un seul de ses côtés fait face à son étoile haute. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile haute réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile. Ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ces 2 étoiles hautes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levers de soleil sur cette planète doivent être époustouflants. En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile haute, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri E est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface.
Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire, c'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b, et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf et tiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique, qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète,
Mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Jupiter a 79 lunes connues et les 4 plus grandes qui sont particulièrement intéressantes sont appelées les lunes galiléennes. Elles ont été nommées d'après Galileo Galilei qui les a découvertes au XVIIe siècle. Elles ont quelque chose en commun, mais en même temps, elles sont toutes très différentes. Europe est la plus petite des lunes galiléennes avec un diamètre de 3000 km. Elle tourne autour de Jupiter tous les 3 jours et demi. Les premières images que nous avons reçues de cette lune ont été prises dans les années 1970. Sa surface est principalement constituée de glace d'eau. La surface d'Europe est creusée de longues fractures, souvent larges d'1 kilomètre, qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Elles se sont probablement formées lorsque la croûte s'est écartée sous l'effet des forces de marée dans le mystérieux océan qui se trouve sous la surface. En 2012, les scientifiques ont découvert des panaches de vapeur d'eau en éruption près de son pôle sud, s'élevant jusqu'à 200 km d'altitude. Ces panaches peuvent nous aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'Europe sans avoir à y atterrir. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un magnifique océan caché à 15 à 25 km sous la surface solide. Cet océan pourrait avoir une profondeur de 65 à 160 km. Même s'il ne fait que 1/4 du diamètre de la Terre, il contiendrait 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Cet océan est un environnement potentiel pour certaines formes de vie. Les scientifiques pensent que toute la croûte de glace flotte sur cet océan. Elle fait probablement une rotation complète autour d'Europe une fois tous les 12 000 ans. Sur l'image prise par le vaisseau spatial Galileo, on peut voir de petites taches marron foncé. Elles font 10 km de large et se sont formées lorsque des matériaux chauds et moins denses sont arrivés à la surface. Ils ont soit poussé la croûte, soit ils l'ont entièrement traversée. La surface d'Europe est constituée de terrains dits chaotiques. Ce sont des zones rugueuses entourées d'une surface plus lisse. Son équateur pourrait être recouvert de pointes de glace appelées pénitentes qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Nous en avons aussi sur Terre, surtout dans les zones sèches à haute altitude. Mais aucune d'entre elles n'est aussi grande que celle d'Europe. Notre Lune compte plus de 5000 grands cratères d'un diamètre de plus de 25 km. La surface d'Europe manque de cratères d'impact et ne semble pas avoir plus de 50 millions d'années. Cela signifie que la surface d'Europe change et se reforme en permanence. Cette Lune est glacée et est l'un des objets spatiaux solides les plus lisses de notre système solaire. Pour cette raison, elle est 5 fois plus brillante que notre Lune. Europe est soumise à un souffle constant de radiation provenant de Jupiter. Il est tellement fort que nous ne tiendrions même pas une journée là-bas. Europe est 5 fois plus éloignée du centre de notre système solaire que la Terre, ce qui signifie qu'elle ne reçoit presque pas de chaleur du Soleil. Elle peut donc rester gelée, puisque la température moyenne est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur et de moins 220 degrés Celsius au pôle. Il y a environ 40 ans, la sonde spatiale Voyager 1 s'est approchée de la lune rocheuse Io et a découvert que c'est une championne volcanique de notre système solaire.
Io est la 5e lune la plus proche de Jupiter. Elle a 4,5 milliards d'années, presque le même âge que Jupiter elle-même. Sa taille est similaire à celle de notre Lune et elle a même une densité et une gravité similaires. De nombreuses lunes de notre système solaire sont composées de silicates et de glace d'eau, mais Io est faite de roches de fer et de silicates. Tu pourras voir de magnifiques aurores polaires sur Io. Comme cette lune tourne autour de Jupiter, les aurores changent de luminosité en permanence, mais elles sont toujours là. Io est relativement proche de Jupiter, à près de 420 000 km au-dessus du sommet de ses nuages. Si tu pouvais te tenir sur Io et regarder Jupiter, elle apparaîtrait presque 40 fois plus grosse que notre Lune dans le ciel. Observer les étoiles là-bas serait incroyable. Io a besoin de 42,5 heures pour tourner autour de Jupiter. Notre Lune a besoin de presque un mois. À certains moments, l'effet de marée d'Io peut atteindre jusqu'à 100 mètres. C'est similaire à ce que nous avons sur Terre. La gravité de notre Lune provoque des marées océaniques. Io n'a pas d'océan, mais le sol lui-même bouge. Il monte et descend. Un peu comme un ascenseur qui monte et descend dans un immeuble de 30 étages. La gravité de Jupiter et de ses autres grosses lunes affecte Io. C'est pourquoi les marées du sol solide à sa surface sont plus de 5 fois supérieures aux plus hautes marées océaniques de notre planète. Tout cela rend Io si chaude à l'intérieur que certains de ses matériaux internes fondent, bouillonnent et tentent de s'échapper par tous les moyens possibles. Cela finit par créer un trou dans le sol qui se transforme ensuite en volcan. En termes volcaniques, Io est le corps le plus actif de notre système solaire. Elle en compte plus de 400, dont 150 sont en éruption permanente. Certains d'entre eux projettent leur panache de gaz chaud à 320 km dans l'espace. Il serait difficile de s'y promener car il s'agit essentiellement d'un monde assez intense de plaines inondées de roches liquides, d'énormes coulées de lave, de multiples lacs de lave et de montagnes géantes qui s'effondrent. Ganymède, la plus grande lune connue du système solaire, abrite aussi le plus grand océan d'eau. Elle est 26% plus grande que Mercure en termes de volume, mais elle est moins dense. Cette lune géante possède une épaisse croûte de glace d'eau de 145 km de profondeur. Il pourrait y avoir un énorme océan d'eau liquide en dessous, s'étendant sur 100 km de profondeur, ce qui est environ 10 fois plus profond que le point le plus profond des océans sur Terre. La sonde spatiale Voyager y a aussi détecté des calottes polaires faites de givre d'eau. Ganymède est composée à moitié de roches et à moitié d'eau, y compris de minuscules quantités de métaux et de glace. Son atmosphère est très fine et ne contient pas d'oxygène. Son océan ne contient très probablement pas de vie. La Terre est un excellent exemple de la façon dont certains microbes et créatures peuvent survivre en profondeur sans la lumière du Soleil. Mais l'océan de Ganymède est si profond et la pression est si forte que l'eau au fond est probablement comprimée et redevient de la glace. Certaines formes de vie dans les zones les plus profondes de notre océan survivent grâce aux évents géothermiques qui éjectent des minéraux. Comme il y a probablement une épaisse couche de glace entre l'océan et le noyau, ce n'est pas le cas sur Ganymède. Mais l'océan y est salé et comporte plusieurs couches divisées par des couches de glace. S'il y a la moindre chance d'y trouver une forme de vie, elle pourrait se trouver dans la partie où le noyau rocheux est en contact avec la couche glacée la plus interne. Sans toute cette eau et cette glace, Ganymède est la seule lune de tout le système solaire à posséder un champ magnétique. Cela est rendu possible par son noyau liquide. Ganymède fait le tour de Jupiter environ une fois tous les 7 jours. Son orbite est excentrique, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle est plus proche de Jupiter. Ganymède, Io et Europe ont des forces gravitationnelles qui s'influencent mutuellement. Le temps que Ganymède tourne autour de Jupiter une fois, Europe effectue 2 orbites et Io en fait 4. Un tiers de la surface de Ganymède contient de grandes régions sombres, tandis que les 2 autres tiers sont plus clairs. Les zones sombres sont plus anciennes et contiennent plus de cratères. Les zones plus claires ont de longues crêtes et des rainures d'environ 700 mètres de haut et des milliers de kilomètres de long. Callisto, la 3e plus grosse lune du système solaire, avec 4800 km de diamètre, a besoin de 17 jours terrestres pour tourner autour de Jupiter. Son atmosphère est très fine, sa surface comporte de nombreux cratères d'impact, mais son ancienne croûte est essentiellement la même depuis plus de 4 milliards d'années. Lorsqu'une planète est géologiquement active, comme la Terre,
certaines choses peuvent effacer la plupart des preuves des impacts passés. L'eau, les volcans, les mouvements des plaques tectoniques, l'activité humaine et le temps. Tout cela modifie la surface. Callisto n'a connu aucun de ces phénomènes. Les scientifiques pensent que cette lune était autrefois un monde océanique qui a fini par geler. Elle a été frappée par des météores de temps en temps, mais elle est globalement restée intacte. Pourtant, elle possède des cratères assez impressionnants, comme Valhalla, le plus grand cratère à anneaux multiples de notre système solaire, qui mesure 4000 km de diamètre. Les principaux cratères sur Callisto contiennent plus d'anneaux que ceux des autres corps célestes. Ce qui a frappé cette lune était suffisamment gros pour avoir perforé la fine croûte, ce qui a permis à l'eau de se répandre à la surface. Et sous cette fine croûte, il pourrait y avoir un océan salé ou de la glace molle. La sonde spatiale Galileo a détecté que le champ magnétique de Jupiter ne pouvait pas traverser cette lune, probablement à cause d'une couche d'eau d'au moins 10 km d'épaisseur. C'est pourquoi il est difficile d'explorer Callisto. Les lunes comme Europe ont des évents qui éjectent l'eau des océans souterrains. Mais pour explorer Callisto et en découvrir davantage sur son passé, il faudrait utiliser la méthode ancienne, creuser à travers la croûte. Si nous voulions explorer les parties extérieures de notre système solaire, Callisto serait un endroit idéal, car les radiations de Jupiter ne l'atteignent pas. Nous y serions donc plus en sécurité que sur certaines autres lunes intérieures. Ah, la Terre, notre maison, le troisième rocher bleu en provenance du Soleil, la seule planète connue où la vie puisse prospérer. Nous avons environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, plus ou moins un équilibre parfait pour assurer notre respiration. La troposphère est la partie la plus basse et la plus dense de l'atmosphère terrestre, d'une épaisseur de 8 à 14 km. C'est une partie de l'atmosphère qui modifie sans cesse notre météo. Pour que la vie puisse exister, nous aurions besoin de cette atmosphère et de la même combinaison de gaz pour respirer. Si toutes les planètes de notre système solaire étaient combinées pour devenir une méga-Terre, les humains n'auraient pas évolué comme nous le faisons aujourd'hui et notre planète serait très différente. Si nous prenons le paysage de Mars, nous n'aurons que des terres solides sans grandes étendues d'eau. La Terre est la seule planète de notre système solaire avec des étendues d'eau. L'une des premières merveilles à voir sera l'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Il surpasse de loin le mont Everest à 23 000 mètres au-dessus du sol. Valles Marineris est un groupe de canyons qui ferait passer le Grand Canyon des États-Unis pour un canyon ordinaire. Cette merveille s'étend sur près de 4000 km et a une profondeur de plus de 6 km. En plus de ces terrains gigantesques, il y a beaucoup d'autres endroits sur Mars qui sont beaucoup plus grands que ceux sur Terre. Notre planète pourrait être aussi grande que Jupiter. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Nous aurions la taille de Jupiter et les anneaux de Saturne flotteraient autour de nous. Les anneaux peuvent sembler être de gros morceaux de roche flottant dans le vide, mais ce sont en fait des particules de glace et des morceaux de roche glacés. Leur taille varie de celle d'un caillou à celle d'une voiture. Les anneaux de Saturne sont soutenus par la gravité particulière de la région. Avec cette quantité de roches glacées qui flottent dans le ciel, il n'y aurait pas beaucoup de lumière solaire qui entrerait sur la planète. Ce qui signifie que la planète serait toujours plus froide que la normale. Sans parler des nombreuses lunes qu'elle possède. Notre mégaplanète pourrait aussi avoir de nombreuses lunes qui tourneraient au-dessus de nous, contribuant au raz-de-marée. Jupiter est connu pour sa tache rouge, une zone 2 fois plus grande que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se succèdent depuis des centaines d'années. Les habitants de la méga-Terre s'installeront loin d'elle. Mercure est une planète, mais ressemble à la Lune en raison de tous les cratères qui se trouvent dessus. Cela est dû aux nombreux astéroïdes et comètes qui l'ont frappé au cours de milliards d'années. Mais le paysage ici se compose principalement de montagnes, de hauts plateaux, de falaises et de vallées. Le bassin Caloris fait presque 1600 km de large. On pense qu'il a été formé par une comète. Les déserts de la Terre sont principalement chauds et se composent de dunes de sable, mais ils ont aussi des plaines plates et de petites collines. Le plus grand désert du monde est le continent antarctique tout entier. Mercure n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur. Elle devient donc très chaude lorsque le Soleil lui fait face et glaciale lorsque la planète lui tourne le dos. Sur cette méga-Terre combinée, les déserts auront très probablement un paysage similaire à celui de Mercure. Les animaux qui vivront ici seront probablement des scorpions géants et des serpents du désert qui profiteront du soleil pendant la journée et partiront à la chasse la nuit.
Mais la montée en flèche des températures diurnes ferait fondre toute chose qui y marcherait. Et même si Mercure est la planète la plus proche du Soleil, ce n'est pas la plus chaude. Vénus a des températures de près de 480 degrés Celsius. Les scientifiques pensent que les terres ici sont plates à cause des températures extrêmes. Mais tout n'est pas plat. Il y a quelques volcans et des zones montagneuses. Nous pouvons probablement trouver ce terrain et ce climat près de l'équateur, puisqu'il y fait toujours chaud. Les humains ne peuvent pas y vivre, sauf s'ils construisent des dômes spéciaux pour maintenir la vie. Mais comme la planète est maintenant immense, il n'est pas nécessaire de peupler tout son territoire. Certaines zones auront l'atmosphère adéquate pour respirer, mais d'autres endroits n'auront pas ce luxe. Au pôle, le climat ressemblera très probablement à celui de Pluton, même si techniquement ce n'est plus une planète. En 2006, elle a été officiellement déclarée planète naine, et elle est encore plus petite que la Lune. On ne sait pas grand-chose de cette petite roche flottante, si ce n'est qu'elle est composée d'environ 70% de roche et de 30% de glace. Les scientifiques pensent qu'une partie de sa surface est couverte d'azote gelé et de méthane, d'éthane et de dioxyde de carbone solide. Comme la mégaplanète est énorme, la gravité pourrait être assez forte ici. La gravité de Jupiter est suffisante pour doubler notre poids. Les humains seront probablement très massifs pour correspondre à cette énorme planète. Même les océans seront énormes. Nos océans ressembleront à de petits lacs comparés à ce que la mégaterre nous réserve. Les humains ont besoin de quelque chose de proche de 24 heures dans une seule journée. Notre corps s'y est très bien adapté. Mais cela ne nous affecterait pas trop si la journée avait quelques heures de plus ou de moins. Nous ne pouvons vivre sur aucune autre planète sans porter l'équipement approprié. Nous ne tiendrions pas plus de quelques secondes dans des endroits comme Jupiter, Neptune et Saturne. Il est possible de tenir aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle sur Mars. L'atmosphère est mince et la gravité est similaire à la nôtre, mais tu risques de geler. Même s'il s'agit d'une planète rouge, elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au pôle recouvertes de dioxyde de carbone. C'est la même chose pour Mercure. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration et en te trouvant dans la zone idéale entre le lever et le coucher du soleil. Les civilisations antiques n'auraient pas été aussi diverses que sur Terre, car les terrains et les conditions extrêmes n'auraient pas permis les explorations et les échanges. Mais au fur et à mesure que les humains développeraient des technologies spéciales pour certaines régions, différentes cultures émergeraient. De nombreux animaux auraient également évolué de manière spécifique et unique. Mais en raison de l'énorme taille de la planète et de son isolement, et du fait de leur position au sommet de la chaîne alimentaire, certains animaux pourraient avoir été présents depuis les débuts de la planète sans évoluer. Il est donc possible que cette mégaterre abrite d'anciens dinosaures et qu'ils soient encore plus grands que ceux de la Terre. Et même s'il y a de fortes chances que certains humains soient physiquement différents les uns des autres, il pourrait même y avoir plus d'une espèce humaine vivant aux deux extrémités de la planète. En raison de leur isolement, ils ont évolué à leur manière en fonction de leur environnement. Au fil des siècles, les progrès technologiques ont permis de diffuser les diverses cultures et nous sommes devenus plus ouverts les uns aux autres. Les Néandertaliens et les Homo sapiens vivaient autrefois côte à côte et étaient considérés comme les deux espèces d'humains. Les Néandertaliens étaient intelligents et utilisaient des outils pour chasser et dessiner. L'Homo sapiens est un survivant qui s'est déplacé pour découvrir de nouvelles terres. Il pourrait y avoir deux espèces humaines dominantes et d'autres mineures qui vivraient dans certaines régions de la mégaterre. Ils seraient plus grands, plus forts et plus rapides que nous. Ceux qui vivent près des arbres auraient des membres allongés pour s'étirer et se balancer d'arbre en arbre. Ceux qui vivent dans les savanes risqueraient de courir très vite et d'avoir de longues jambes pour cela. Les pays et les villes seraient plus grands que ceux de la Terre actuelle. Un pays pourrait être aussi grand que la Terre elle-même. La population humaine pourrait atteindre des dizaines de milliards d'individus. Des technologies de transport spéciales pourraient être inventées pour permettre aux gens de voyager d'un continent à l'autre. Parcourir ces distances pourrait prendre des mois, voire des années, avec des avions ordinaires. Des trains à grande vitesse qui se déplaceraient très vite sur la Terre et des avions semblables à des fusées dans le ciel. Pour voyager à travers les océans, il faudrait des navires extrêmement robustes. Traverser l'océan Atlantique est déjà effrayant pour beaucoup. Alors imaginez un voyage à travers une masse d'eau qui ferait potentiellement 8 fois la taille de la Terre. Nous aurions besoin d'un plus gros bateau. Il y aurait des zones à éviter, comme la tache rouge et ses tempêtes perpétuelles. Mais l'industrie touristique pourrait avoir une chance d'accueillir tous ceux qui veulent la voir. Vivre sur une planète aussi gigantesque n'est pas près de devenir une réalité pour la plupart d'entre nous.
Mais les scientifiques discutent déjà de la possibilité de se déplacer vers d'autres planètes afin de trouver un nouveau foyer pour l'humanité. Mars présente plusieurs visages, et ce n'est pas qu'une expression. En 1976, lorsque la sonde Vikingen explorait la planète rouge, elle a saisi une image intrigante. Une grande structure ressemblant à un visage humain dans la région de Sidonia. Cette découverte a rapidement suscité l'engouement. Plus tard, une autre structure nommée le visage couronné a été identifiée dans les montagnes de Libia Montes. De façon générale, Mars regorge de formations étranges et mystérieuses. En 2022, une nouvelle découverte a fait sensation. Une formation rocheuse ressemblant à une porte. Le rover Curiosity de la NASA a photographié un monticule surnommé les Falaises de l'Est sur le mont Sharp, où l'on distingue des fissures naturelles dont l'une évoque la taille d'une petite porte, semblable à l'entrée d'une ancienne tombe égyptienne. Cette image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant l'intérêt du public de manière démesurée. Certains y voyèrent même un indice de la présence d'une vie extraterrestre. Cependant, après une analyse approfondie, la NASA a conclu qu'il ne s'agissait que d'une étroite fissure dans le relief rocheux. Ces formations sont courantes, tant sur Terre que sur Mars, et se forment naturellement sous l'effet de l'érosion éolienne ou des séismes martiens. Mars est une véritable mine d'or de formations énigmatiques. Récemment, d'étonnantes structures concentriques y ont été découvertes. D'immenses spirales de lave, ressemblant à de gigantesques ressorts. Pendant des années, le débat restait ouvert quant à l'origine des vallées martiennes, formées soit par la lave, soit par la glace. Ces spirales de lave apportent un éclairage nouveau sur ce mystère. Grâce aux images fournies par l'orbiteur Mars Reconnaissance, les chercheurs ont identifié 269 spirales de lave dont la formation ne peut pas être attribuée à des processus liés à la glace. Ce qui est particulièrement captivant, c'est que ces spirales de lave sont similaires à celles observées sur Terre, notamment dans les coulées de lave hawaïennes. Leur état de conservation est si remarquable qu'elles ont longtemps échappé à l'attention des chercheurs. Leur diamètre varie de 16 à 30 mètres, et elles se fondent discrètement dans le paysage poussiéreux. Ces spirales pourraient nous révéler beaucoup sur la composition de Mars, en particulier sa croûte et son manteau, des éléments sur lesquels nos connaissances restent limitées. Cependant, Mars n'est pas la seule planète à abriter des structures insolites. Saturne, la géante gazeuse, présente une caractéristique fascinante à son pôle nord. Un immense hexagone formé par des nuages disposés en ce motif géométrique. Cet hexagone mesure environ 15 000 km de long, ce qui le rend plus vaste que le diamètre de la Terre. On pense qu'il s'agit d'un courant jet composé de gaz se déplaçant à grande vitesse, soit près de 320 km/h. Cet hexagone a été repéré pour la première fois par la mission Voyager dans les années 80, et a ensuite été observé de près par la mission Cassini en 2006, qui a dénoté un changement de sa couleur, passant du bleu à une teinte dorée au fil du temps. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de cette formation. L'une d'elles suggère qu'elle résulte des vents qui se déplacent à des vitesses différentes près des pôles de Saturne. Des expériences en laboratoire ont recréé des formes similaires en faisant tourner des liquides à des vitesses variées. Une autre hypothèse propose qu'un courant d'air lent et tourbillonnant, associé aux conditions météorologiques uniques de Saturne, pourrait être à l'origine du phénomène. En 2020, des observations ont révélé que lorsque des tempêtes étaient entourées de vents soufflant en sens inverse, elles pouvaient engendrer une forme hexagonale stable. Pour l'instant, cette explication est considérée comme la plus plausible. Saturne possède également des lunes aux caractéristiques insolites, notamment Japet. Cette lune se distingue par une étrange crête qui entoure son équateur, semblable à une ceinture géante, ce qui lui donne l'apparence d'une noix gigantesque. Cette crête est impressionnante par ses dimensions, haute d'environ 13 à 19 000 mètres de hauteur et s'étendant sur 200 km de largeur, elle couvre plus des 3/4 de la surface de cette lune. Il s'agit de la 3e plus grande chaîne de montagnes du système solaire, et son origine demeure un mystère, car rien de similaire n'a été observé sur d'autres corps célestes. Une hypothèse suggère que cette crête pourrait être le vestige d'une lune morte. Il y a des milliards d'années, un impact colossal aurait projeté des éclats de Japet, formant une mini-lune ou sous-satellite. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de Japet, cette mini-lune se serait fragmentée, créant un anneau de débris autour de la lune principale. Au fil du temps, ces débris seraient retombés sur Japet, formant ainsi la crête massive que l'on observe aujourd'hui. Ce processus aurait pu se dérouler sur à peine quelques siècles.
La distance suffisante entre Japet et Saturne a permis à la gravité de la planète géante de ne pas perturber ce phénomène, mais des simulations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie. Titan, une autre lune de Saturne, présente également des phénomènes étranges dans ses mers de méthane. Les scientifiques ont détecté des zones brillantes surnommées les îles magiques, qui apparaissent et disparaissent mystérieusement et dont nous ignorons la nature. L'atmosphère de Titan recèle de nombreuses molécules organiques complexes qui se regroupent et tombent à sa surface sous forme de neige. Les îles magiques observées pourraient être constituées de ces amas absorbant du méthane, ce qui les ferait couler très lentement. Mais cela pose un problème. Dans l'eau, les molécules ont tendance à s'agripper les unes aux autres, ce qui permet à certains objets de flotter. En revanche, le méthane a une affinité particulière pour d'autres molécules, entraînant une immersion rapide des solides. Pourtant, ces îles magiques ne semblent pas s'enfoncer. Une théorie propose que ces îles pourraient être des formations de glace poreuses, agissant comme des éponges. Lorsque des fragments de cette glace percée se détachent du bord des lacs, ils peuvent flotter temporairement à la surface des mers de Titan avant de sombrer. D'autres théories envisagent la possibilité de bulles de gaz d'azote ou encore de vagues générées par le vent. De nouvelles études sont nécessaires pour confirmer l'une ou l'autre de ces explications. Les lunes ont tendance à être étranges. Il suffit de regarder la nôtre. En 1971, une zone dépourvue de sol a été découverte sur notre satellite, donnant l'impression d'un lac bleuté. Ce lieu mystérieux a été baptisé Ina. Il a été repéré pour la première fois lors de la mission Apollo 15 en 1971. Puis des images plus nettes ont été prises par la mission Apollo 17. Cette formation, qui a la forme d'un dé bleuâtre, est l'une des particularités les plus insolites de notre Lune. La teinte bleue d'Ina provient de roches riches en titane, appelées basaltes, qui recouvrent son sol. On trouve également des zones bleuâtres près des bords des monticules situés à l'intérieur. Ce site est unique et semble posséder une histoire ancienne, probablement marquée par une activité volcanique. Les monticules à l'intérieur d'Ina datent d'environ 3,5 milliards d'années, soit un âge similaire à celui du bouclier volcanique environnant. Notre Lune possède également son propre visage, tout comme ceux que l'on trouve sur Mars. Près du pôle sud lunaire, une région donne l'apparence d'un visage, mais il ne s'agit en réalité que d'un agencement de cratères et d'ombres qui, vus de loin, évoquent cette forme familière. Ces cratères, présents depuis des milliards d'années, couvrent environ 16% de la surface lunaire. Certains d'entre eux pourraient même abriter de l'eau et de la glace. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de visages apparaissent dans notre système solaire. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est programmé pour les reconnaître, même là où il n'y en a pas, un phénomène connu sous le nom de pareidolie. Notre esprit cherche constamment à interpréter les formes et, lorsqu'il perçoit quelque chose qui rappelle vaguement une forme humaine, il l'interprète comme une image familière. Ainsi, vous pourriez déceler une silhouette sur une chaise recouverte de vêtements. Et même sur Mercure, certains distinguent des formes rappelant Mickey Mouse. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vie extraterrestre, mais simplement de notre cerveau qui nous joue des tours, nous amenant à percevoir des formes familières là où elles n'existent pas vraiment. Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande, et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles. Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables.
Il s'avère que ces 16 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi ? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne ? Eh bien parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers, nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdouées du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseuses colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être, ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous ? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers. Ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial, James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela ? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux. C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe ? Grâce à son attraction gravitationnelle.
Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire, notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc notre origine. Mais bien sûr, nous devons encore attendre et explorer tout cela dans les moindres détails. En science, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Et pendant que les chercheurs étudient ces questions, nous serons ici, cramponnés à nos sièges, à attendre la prochaine superproduction spatiale. L'univers ne cesse de nous étonner par ses merveilles. Qui aurait pu imaginer qu'une si petite et si humble antenne puisse révéler de tels secrets cosmiques ? Cela prouve que dans l'immensité de l'espace, même les plus petites découvertes peuvent avoir le plus grand impact. Continuons à regarder vers les cieux, et qui sait quelles autres surprises cosmiques attendent d'être découvertes. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère.
Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve. Et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers,
du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que, d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres.